Natalia Velikanova, vous êtes d'abord très aimable, très sympathique d'avoir accepté notre invitation. Vous n'étiez pas tout à fait prévu il y a un an, mais vous n'existiez peut-être pas médiatiquement, donc on n'avait pas réussi à vous attraper. Vous êtes donc architecte de formation, designer et artiste. Vous êtes aussi une citoyenne du monde, une grande rêveuse qui cherche à amener plus d'inspiration et plus d'imagination dans notre vie quotidienne. C'est pas du luxe en ce moment, hein. Vous êtes fondatrice et directrice artistique de, en français Gate 22 ou Gate 22, Musée des arts et design numérique en réalité virtuelle, entièrement numérique certes, mais centré sur l'expérience humaine. Gate 22 est un concept unique. Vous avez créé un espace innovant où l'art rencontre la technologie et où les artistes exposent leurs œuvres numériques dans une scénographie virtuelle sans précédent. Votre but est d'offrir au public des expériences immersives inédites autour de l'art numérique dans un espace muséal de nouvelle génération. Est-ce que nous sommes prêts à entrer avec vous dans le Gate 22? Oui, avec une certaine curiosité. C'est à vous. J'espère bien. Bonsoir tout le monde. Moi j'espère vous amener un peu dans le futur. En fait, c'est déjà un peu le présent, mais qui n'est pas encore bien déployé, on va dire. Et pour commencer, j'aimerais bien qu'on fasse un petit exercice. Je vais vous dire un mot et vous allez très vite imaginer ce que ça représente pour vous. Voilà, très rapidement. Si je vous dis un mot musée, qu'imaginez-vous? Oh, j'ai pas entendu, pardon. Le mot musée. Ah. Juste, voilà, vous avez certainement des concepts qui viennent. Alors, je vais poser la question, est-ce qu'il ressemble à ça? Non, pas tout à fait. Certainement pas. Pas tout à fait. Et pourtant, c'est justement de ce genre de musée que je vais vous parler. Une réalité virtuelle. Ouais. De la réalité virtuelle. Mais avant de vous emmener trop loin dans le futur, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur ce qui existe au niveau muséal. Donc, les musées, quand ils étaient créés, les premiers musées publics, ils avaient un rôle d'éducation. En fait. C'était un support éducatif. Il n'y avait pas encore d'école. Donc, c'était une façon d'éduquer les gens par ces visites-là. Alors, les musées sont aussi les gardiens de notre patrimoine de passé, mais aussi, j'imagine, les gardiens de notre patrimoine de futur, autant matériel que digital, tant d'y être. Les musées s'engagent ces derniers temps beaucoup politiquement et socialement parce qu'ils ne peuvent plus rester impartials. Même la culture doit prendre parti. Il y a beaucoup de problèmes de société vraiment profondément dans tout, qui traversent toutes les couches, on va dire. Donc, ça touche à la démocratie, à l'isolation, à la crise d'information avec les fake news, etc., avec la petite série sur le gâteau, le Covid-19. Oh. Voilà. Mais les musées ont quand même ces côtés, justement, l'inverse de fake news. On croit à l'information qui est authentique, ils ont plein d'histoires à raconter, donc en fait, c'est on va dire, des bastions de non-fake qui restent encore. Mais par contre, comment on les perçoit, les musées? Enfin, si vous vous souvenez de votre dernière visite, qui doit dater de plus d'un an, normalement, enfin, peut-être un peu moins pour les plus chanceux. Alors, si on est honnête avec soi-même, c'est certes, le contenu est authentique et super intéressant. Par contre, la visite même est souvent assez ennuyeuse, en fait, et surtout très fatigante. Surtout si on visite un musée de certaine taille, d'envergure, c'est carrément une torture. Enfin, et selon les générations, ça peut être plus ou moins accentué. Et du coup, en fait, ils ont cette image un peu poussiéreuse de quelque chose d'ancien, en fait, on va dire. Ils n'ont pas trop image novateur, les musées. Pourtant, certains font des grands efforts pour l'être. Donc, les nouvelles technologies, justement, ils arrivent dans le musée aussi. Il y a des applications, les podcasts, les murs interactifs, il y a de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, la 5G, faites tout ce que vous voulez.
et dans les grandes institutions, ces gens de technologie trouvent leur lieu d'être. Mais dans les petites structures, c'est beaucoup plus compliqué par manque de moyens, de ressources ou tout simplement des connaissances de l'équipe aussi. Il y a une petite réticence vers la technologie, petite peur même, on peut dire. Et donc maintenant, Covid, il fait qu'accentuer tous les changements qui seraient inévitables, je pense. Mais du coup, là c'est un sacré coup de pouce. Ça me pousse vers le virtuel, ça me pousse vers le digital. Et dans le milieu culturel aussi. Puisque la culture fait partie de notre vie. Elle ne peut pas vivre séparée comme un iceberg. En fait, je ne veux même pas un iceberg, plutôt une image. Je ne sais pas quelle image employer, mais elle fait partie de notre vie. Donc, en fait, ça peut pas rester tout à fait détaché. Donc, si la technologie arrive dans notre quotidien, dans votre ordinateur, dans votre salon, elle arrive aussi dans les musées. Et sans parler du fait que les enfants de moins de 10 ans, ce qu'on appelle les digital natifs, c'est une génération pour qui mettre un casque de réalité virtuelle est plus simple que mettre des chaussettes. J'ai caricature, mais à peine. Ils naissent avec un téléphone ou iPad dans les bras. Ils manipulent le tactile dès leur naissance, quelque chose qu'on a dû apprendre, nous, à l'époque. Donc, en fait, ces générations-là, ils conçoivent le monde très différemment. Ils le conçoivent via le digital, la plupart du temps, à travers les vidéos, à travers des trucs. En fait, ils ont vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont un filtre entre eux et monde, c'est l'écran. La réalité virtuelle, c'est un écran aussi, mais qui est tellement proche des yeux qu'on ne le perçoit pas comme tel. Et donc, moi, je voulais vous parler de la nouvelle génération des musées. Moi, je les appelle musées 2.0. C'est un concept tout à fait personnel, mais en fait, 2.0, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le concept, en fait, c'est juste, c'est juste pour accentuer le fait qu'on passe à la nouvelle génération. Puisque depuis la création des musées, en fait, la façon d'exposer les choses et de les explorer, franchement, est presque intacte depuis des siècles. On a des objets, on les regarde, et puis on ne peut pas faire grand-chose avec, à part quelques exceptions, parce que j'ai caricature toujours, ça n'est pas loin d'être ça. Il y a des musées qui font des efforts, qui proposent certaines activités où on peut toucher certaines choses, mais ça reste quand même très, très, très épisodique dans le milieu muséal. Et donc, comment ils seront ces musées 2.0, les musées de nouvelle génération? Bon, ils seront certainement beaucoup plus numériques, et surtout merci et grâce à Covid, puisque si on veut encore être lié à la culture, c'est un peu le seul moyen actuellement de le faire. Et franchement, la seule différence entre l'expérience qu'on traite de réel et l'expérience qu'on traite de numérique, c'est juste le nombre d'essences qui est employé dans cette expérience. Donc, si dans la vie réelle, on a tous nos 5 sens, dans le monde digital, on va dire, il nous reste 2. On voit, on entend. On peut toucher, on peut pas. Il y a 3 sens qui sont absents. Mais dans le milieu muséal, souvent, ils le sont de toute façon parce qu'on ne peut pas toucher, parce que les odeurs, c'est très rare quand même, etc. Donc, en fait, ok, c'est un peu plus limité, mais on ne va pas rentrer dans le débat ce qui est la réalité, ce qui ne l'est pas, parce que si on remonte au niveau des quarks, tout ce qu'on voit, ça tient sur peu de choses. Donc, l'expérience digitale est un petit peu différente, mais ça reste une expérience. On la vit, on ressent les émotions, on a des pensées qui s'élèvent de la part de cette expérience. Donc, en fait, franchement, elle n'est pas moins réelle que notre réalité, qui ne l'est pas non plus. Je vous invite à lire sur les quarks, c'est passionnant. La physique quantique. Oui. Puis, les musées, actuellement, ils ont cette tendance en fait, de donner l'information de haut en bas. C'est très hiérarchique. Voilà, nous, on détient la vérité et on le montre au public. Les musées de nouvelle génération, comme tout le reste de notre vie, vont être plus communautaires. C'est-à-dire que ils vont être construits avec le public et pas, on va s'y mettre plus à l'horizontale, en fait.
Donc, le public aura son mot à dire. On fait des expériences qui sont centrées autour du public. Et non plus, si je m'ai dit que c'est beau, c'est beau. Si j'ai dit que c'est de l'art, ben c'est de l'art. Enfin, c'est un peu ce qui était dit précédemment. Qu'est-ce qui est l'art, qui le décide, etc. Mais c'est aussi un moyen de le faire vivre, de le faire partager, voilà, d'en faire vraiment un phénomène sociétal et non plus une espèce de bibliothèque fermée accessible à des élites. Et puis, je pense qu'il faudra abandonner une fois pour toutes l'idée du public, parce qu'il n'y a pas un seul public dans le musée, il y a plusieurs publics. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des hommes, il y a des femmes. En fait, c'est autant des petites bulles sociales, chacun avec ses besoins, avec ses références, avec ses envies. Et on peut tout à fait, dans le musée digital, faire des expériences adaptées à chaque type de public et non plus balancer quelque chose universel et puis débrouillez-vous avec. C'est-à-dire qu'on pourra faire les expériences un peu plus, enfin, bien plus adaptées, par exemple, aux jeunes et les intéresser à l'art par ces moyens, parce qu'on va parler des univers qui les touchent, parce qu'on va parler des problèmes qui les touchent, parce qu'on va rentrer dans leur jeu pour qu'ils rentrent dans le nôtre, en fait. Mais c'est comme la production cinématographique actuellement. Bon, il y a quand même encore des films grand public, mais franchement, les films sont ciblés. Il y a l'âge, il y a pour certains âges, pour certains genres, pour certains groupes sociaux. En fait, tout devient un peu plus sur mesure. On abandonne un peu ce gros marché. Et donc, c'est tout à fait ce qui serait possible à faire dans les musées de nouvelle génération. Et puis, le musée 2.0, il sera bien entendu interactif. Donc, le visiteur, il n'est plus simple observateur, il peut interagir, il le vit beaucoup plus intensément, il participe, en fait, et il est vraiment là, il apporte sa pierre à l'édifice. Et pour les artistes, c'est aussi une occasion incroyable par exemple, de créer une œuvre à travers laquelle il peut communiquer avec le public. Parce qu'ils vont interagir d'une façon, ils vont la manipuler, ils vont la changer, etc. Donc en fait, c'est intéressant autant pour le public que pour les créateurs. Et puis le musée 2.0, il sera inclusif, global et omniprésent. Parce que quand on est présent dans le digital, on est présent 24/7. Il n'y a plus d'heures d'ouverture, il n'y a plus de restrictions géographiques. On est partout et en même temps, donc c'est un musée pas accessible de n'importe où et n'importe quand. Donc il n'a pas de limite. Et toutes ces réflexions nous ont amené à créer Gate 22. Donc c'est un musée d'art et design numérique en réalité virtuelle. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est de fusionner ces deux mondes, l'art et la technologie, en prenant le meilleur des deux. Parce que l'art qui est créatif, imaginatif, enrichissant et intime avec la technologie qui permet l'immersion sans limite, qui permet d'apporter beaucoup d'innovation et explorer des choses qu'on ne peut pas explorer dans le monde réel. Je persiste et signe. Et donc, Gate 22, c'est un espace, c'est une porte, un espace libre qui offre ce terrain de jeu pour les artistes et qui offre des expériences inédites au public, parce qu'ils pourront vivre l'art très différemment. Et alors, pourquoi la réalité virtuelle ? C'est pas juste parce que c'est à la mode, c'est pas parce que c'est très tendance, c'est parce que c'est un média qui permet à mettre en scène les œuvres digitales dans toute leur splendeur. Parce que quand on parle de la 2D, encore, on va dire qu'il y a des moyens de le montrer dans le monde physique, en le projetant avec les écrans, etc. S'il s'agit de la 3D ou quelque chose de plus complexe, ben déjà, enfin, ça reste quand même ridicule à toujours zapper sur un téléphone ou sur un écran. C'est pas comme ça qu'on consomme une œuvre d'art, on va dire. On vit dans le monde de zapping d'images monstrueux et il n'y a plus plus aucune valeur, quoi, en quelque sorte. Donc la réalité virtuelle, elle permet déjà d'appréhender l'œuvre à 360 degrés. Et puis, ce qui est peut-être le plus important,
c'est que notre vie a beaucoup changé. On est voilà, tiraillé partout, on n'est plus capable d'être concentré. Il y a toujours 60 000 notifications, dérangements, etc. On ne sait plus se concentrer. Et quand on met les lunettes, enfin, le casque de la réalité virtuelle, ben, en fait, ce bourdonnement s'arrête. On est vraiment concentré, on est vraiment là, on croit à cette réalité qu'on voit. Et en fait, c'est rien que pour cette concentration que ce média, voilà, ça nous a tellement attirés parce que ça permet une immersion totale. On oublie tout ce qui se passe autour, on y plonge et on le vit pleinement. Enfin, à mon humble avis, c'est comme ça qu'on devrait communiquer avec l'art. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire exactement nous? Donc, on va créer les expériences artistiques, en fait des expositions virtuelles. Alors, j'aime pas le mot exposition, enfin j'aime pas le mot musée non plus, pour l'instant il n'y a pas d'équivalent, donc j'utilise les mots qui existent. Mais en fait l'expérience, ça va être un peu à croisée de chemin, d'ailleurs c'est ce que le collègue a dit tout à l'heure, à croisée de chemin entre l'expo d'art traditionnel, cinéma et jeux vidéo. Ça va être un mélange. Ces mondes se rapprochent, c'est vrai. Et donc pourquoi l'expo d'art? Parce que ça va être une expo d'art. Pourquoi cinéma? Parce que les visiteurs ont un parcours scénarisé, parce qu'il y aura, comment dire, il y aura du sens pourquoi on passe d'une œuvre d'art à l'autre. Il y aura toute une histoire, un scénario, une narration, un lien entre les œuvres. Et pourquoi je parle de jeux vidéo? Parce que l'expérience sera interactive, parce qu'on pourra voilà, le vivre, chacun le verra à sa manière, parce qu'il interagira différemment à chaque personne. Donc en fait, c'est quelque chose, il n'y a pas encore de mots pour décrire ça. On appelle ça expérience. Nous, on appelle ça expo, mais en fait, voilà, ça revient de même. Et en fait, cet espace a ouvert pour exposer tous les arts classiques, on va dire. Moi, j'ai fait l'école classique des arts, il y en avait 7 à l'époque. On va dire il y en a 8 maintenant. Donc, je parle des arts visuels, sonores, architecture, littérature, danse, sculpture, enfin, vidéo, installation, en fait, tout ça sous leur forme digitale, parce qu'ils existent tous sous leur forme digitale. En fait, toutes ces œuvres-là peuvent être intégrées dans ces expositions. Et alors, pour être un peu plus concret, donc, je vais vous parler de notre première expérience que nous avons créée. Nous sommes en train de le terminer. Elle s'appelle Introspection. Donc, c'est une expérience d'un quart d'heure dans la réalité virtuelle qui présente 3 œuvres numériques. Alors, ce sont des œuvres que j'appelle expérientielles, c'est-à-dire que c'est pas un objet qu'on observe, c'est une installation interactive, on va dire. C'est immersif en tout cas. Donc, il faut le voir pour croire. Donc, c'est une œuvre qui se passe à 360 degrés autour et qui a une durée, on va dire. On va le décrire comme ça. Et en fait, nous invitons notre public à faire une certaine quête. On leur pose ces 2 questions en rentrant dans le musée. La réalité est-elle universelle ou spécifique à chacun de nous? Est-ce que le monde qui nous entoure est une simple illusion, une construction de l'esprit? Et du coup, à travers des œuvres qui sont présentées, chaque visiteur fera sa propre quête, sa propre introspection. Et à la fin, nous serons bien curieux de voir si le monde leur paraît toujours aussi solide qu'avant. C'est le but qu'on veut atteindre. Et on a fait tester les petits bouts d'expérience à des personnes. Et le retour qui m'a le plus ravie, c'est une fille qui a dit qu'elle a vraiment introspecté, que ça l'a amenée à fouiller profondément en soi. Du coup, ces œuvres ont fait cet appel dans son esprit. Enfin, moi, je trouve ça fantastique, c'est le but, ce qu'on aimerait faire. Et donc, je vais arrêter de parler, je vais vous montrer le trailer de cette exposition. C'est un tout petit aperçu.
Et je vous inviterai, pour ceux qui s'intéressent, de nous suivre sur les réseaux sociaux, aller faire un tour sur notre site web et puis faire rester en contact d'une forme ou d'une autre dans le monde digital et virtuel. Comme ça, On va vous suivre, ne vous inquiétez pas. voilà, et moi je vais essayer de partager l'écran et je vais vous présenter EXO. C'est notre guide. Voilà, merci pour votre attention et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à vous de nous avoir fait aborder cette nouvelle technologie muséale ou ces nouveaux musées technologiques au choix. Et qu'est-ce que vous faites des gardiens de musées? On en aura, enfin, si vous parlez du monde physique, on en aura toujours besoin parce que pour il y a beaucoup trop de personnes qui n'ont jamais essayé cette technologie et les gens ont besoin d'être accompagnés. Donc, si on va faire les présentations dans le monde physique, il y aura bien des gardiens, même plus par visiteur que dans les musées réels. Donc, les emplois seront sauvegardés. Pas de souci. Bon, écoutez, ça nous rassure. Merci beaucoup et puis bonne fin de soirée. Restez avec nous si vous en avez le temps. Bien sûr, merci. Et nous tente d'essayer ce genre d'expérience d'introspection qu'on vient de vous voir. Il me tarde beaucoup de le montrer, donc on va essayer de, enfin, si Covid permet, trouver quelques lieux et dates sur Toulouse et avec grand plaisir. Et au niveau musical, pardon, le son là, que vous avez montré, c'est une création de votre société, enfin de votre association, je ne sais pas comment vous êtes organisé. Alors, ce son-là en particulier, c'est des bouts de pistes téléchargés et rassemblés, mais le son de l'expérience, oui, c'est une œuvre sonore aussi créée par un artiste. Bien sûr, le son fait, enfin, ça reste de l'audiovisuel, en fait, la réalité virtuelle, donc le son fait la moitié de travail. C'est essentiel pour accompagner ces images. Oui, tout à fait. Ouais. On peut pas rester en sonore dans la réalité virtuelle, ça marche pas. C'est comme si enfin, c'est comme si on devenait sourd en fait. Eh ben oui. Ça, ouais, ça marche pas. Ça devient dans le son. Ça manque complètement. Ça manquerait, d'accord. Bon, merci beaucoup. Merci à vous.